Je me suis enfui à 16 ans après que ma sœur m'a poignardé, mais mes parents ont dit que c'était de ma faute. Des années plus tard, ils veulent que je m'excuse parce que je les ai fait passer pour des monstres. Salut à tous. J'ai longtemps hésité avant d'écrire ça, mais j'ai besoin de vider mon sac. Quand j'avais 16 ans, ma sœur m'a poignardé avec un couteau de cuisine. Mes parents m'ont tenu pour responsable et m'ont regardé saigner sans rien faire. Cette nuit-là, je suis parti de la maison avec seulement un sac à dos et une épaule en sang. 7 ans plus tard, ils m'ont retrouvé pour exiger des excuses, sous prétexte que j'avais embarrassé la famille. Voici comment ça s'est passé. J'ai 23 ans, et ma sœur Anna en a 21. Quand elle est née, c'est comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur dans le cerveau de mes parents. Mon père avait toujours rêvé d'avoir une fille à qui apprendre à lancer une balle de softball et à emmener au bal père-fille. Ma mère, elle, avait trouvé sa nouvelle compagne de shopping et sa meilleure amie. Et moi? J'étais l'enfant d'essai, celui sur qui ils avaient fait leurs erreurs de parents avant de réussir avec le deuxième. Mon père est responsable commercial pour du matériel médical sur 3 comtés de l'Ohio. Ma mère fait de la facturation d'assurance pour un cabinet dentaire, à temps partiel, afin d'avoir un emploi du temps flexible pour gérer les rendez-vous constants d'Anna. Le cliché parfait de la banlieue, un Honda Pilot dans l'allée et un prêt immobilier jusqu'à la retraite. Les problèmes d'Anna ont commencé vers l'âge de 7 ans. Pas de simple crise de gamine, non, de véritable crise psychotique où elle hurlait jusqu'à s'évanouir, défonçait les murs, menaçait de se tuer avec des ciseaux d'écolier. Mes parents l'ont traînée chez tous les spécialistes possibles entre Cleveland et Columbus, psychiatres, thérapeutes comportementaux, et même un pseudo-chiropracteur qui prétendait pouvoir réparer les troubles mentaux par des ajustements de la colonne vertébrale. Les diagnostics changeaient tous les 6 mois, TDAH, puis bipolarité, puis troubles oppositionnels, puis anxiété avec dépression. Chaque nouvelle étiquette amenait de nouveaux médicaments, de nouvelles thérapies, et de nouvelles excuses pour justifier qu'Anna ne puisse pas se contrôler. Mais la dynamique familiale, elle, ne changeait jamais. Anna était malade, donc Anna devait être protégée. Anna souffrait, donc Anna passait en premier. Anna avait une mauvaise journée, donc tout le monde devait s'adapter à son humeur. Mes parents avaient cette philosophie sur la différence entre élever un garçon et une fille. Mon père se vantait auprès de ses collègues qu'il me rendait fort et indépendant, prêt pour le vrai monde. Pendant ce temps, Anna était traitée comme du cristal. Quand je me plaignais qu'elle cassait mes affaires, j'avais droit à un sermon sur le fait de faire preuve de maturité. Quand elle me frappait ou me lançait des objets, on me disait de faire preuve de compréhension vis-à-vis de ses difficultés mentales. Quand je demandais pourquoi elle pouvait tout se permettre, on m'accusait d'être insensible à sa santé mentale. À 14 ans, j'étais devenu l'aide-soignant officieux d'Anna. Mon rôle était de la calmer, de lui céder tout ce qu'elle voulait, et de servir de punching ball humain quand elle avait besoin d'extérioriser. Mes parents me l'ont littéralement dit, parfois, Anna avait besoin de se défouler, et en tant que grand frère, je devais comprendre. Les visites de la police ont commencé quand j'avais 15 ans. La première, c'était le jour où Anna s'était enfermée dans la salle de bain avec un cutter, menaçant de se blesser parce que mes parents refusaient qu'elle se teigne les cheveux en bleu. J'ai dû défoncer la porte pendant que mon père appelait le 911. L'agent qui est arrivé était un vieux flic, à quelques années de la retraite. Il a regardé la scène, Anna en larmes, mes parents paniqués, moi debout avec des écharpes dans la chaussette, et il m'a demandé si j'étais blessé. Ma mère a répondu avant moi. Oh, il va bien. Il est tellement bon avec sa sœur. On gère juste une petite crise psychologique. Le policier m'a regardé encore une fois, puis mes parents, puis il a pris des notes. Rapport, conflit domestique, épisode de santé mentale, famille coopérative avec les traitements. Dossier clos. Et c'est devenu la routine. Anna faisait une crise, la police débarquait, mes parents expliquaient sa condition, et tout le monde se concentrait sur Anna. Moi, j'étais toujours présenté comme le grand frère responsable qui aidait sa sœur troublée. Personne ne se demandait jamais ce que tout ça me faisait. Jamais. Vivre avec Anna, c'était comme cohabiter avec un ouragan rancunier. On ne savait jamais quel petit détail allait la déclencher, ni jusqu'où la destruction irait. Elle fouillait ma chambre quand j'étais à l'école ou au travail, prenant tout ce qui lui plaisait, casque de gaming, suite à capuche, argent dans mon tiroir. Quand je la confrontais, soit elle niait, soit elle pleurait en disant que je la détestais et qu'elle voulait juste se rapprocher de son grand frère. La solution de mes parents? Toujours la même, laisse tomber, ne fais pas d'histoire, elle traverse une période difficile, sois mature. J'ai fini par cacher tout ce qui comptait dans un casier au lycée. Je mangeais souvent seul dans la salle d'informatique parce que mon argent de repas servait à remplacer ce qu'elle cassait ou volait. J'ai appris à cacher mon argent dans des endroits où elle ne penserait pas chercher, entre les pages d'un vieux manuel, ou scotché sous mon bureau. La violence a monté d'un cran petit à petit. Au début, c'était des coups de poing comme entre frères et sœurs, puis elle a commencé à griffer jusqu'à laisser des marques, à mordre jusqu'au sang, à me lancer des objets. Un après-midi, elle m'a poursuivi autour de la table de cuisine avec un tournevis parce que je refusais de lui donner le mot de passe de mon ordinateur portable. Mes parents arrivaient toujours après coup, jamais pendant. Ils me trouvaient en sang ou couvert d'échymose et demandaient ce qui s'était passé. Quand j'expliquais, ils soupiraient et me demandaient ce que j'avais fait pour la provoquer. Puis,
Ils allaient consoler Anna pendant que je me nettoyais dans la salle de bain. Le personnel du lycée a fini par remarquer les marques. Ma prof d'anglais m'a pris à part après le cours et m'a demandé d'où venaient les griffures sur mes avant-bras. J'ai inventé une histoire sur du jardinage avec mon père. Elle n'y a pas cru. Tu sais, si quelque chose ne va pas chez toi, tu peux m'en parler. Il y a des gens qui peuvent t'aider. J'avais envie de tout lui dire. Comment je bloquais la porte de ma chambre la nuit parce qu'Anna venait parfois pendant ses crises. Comment j'étais en train de rater mes cours de maths parce que je ne pensais qu'à survivre jusqu'à mes 18 ans. Comment je restais éveillé à écouter les bruits de pas dans le couloir. Mais qu'est-ce que j'aurais pu dire? Que mes parents étaient des gens bien et qui faisaient de leur mieux? Que Anna n'était pas responsable à cause de sa chimie cérébrale? C'est tout ce que les adultes auraient retenu. Alors j'ai dit que tout allait bien à la maison. Madame Rodriguez avait l'air de vouloir insister, mais elle a laissé tomber. L'isolement était étouffant. Je ne pouvais pas inviter d'amis, car personne ne savait quand Anna allait exploser. Les rares fois où j'essayais, elle faisait forcément quelque chose, menaçait quelqu'un, cassait un objet, hurlait qu'on la détestait. Le drame final a eu lieu un jeudi de mars, 3 semaines avant mes 17 ans. Je m'en souviens très bien, parce que je comptais les jours avant de pouvoir légalement partir. Ce soir-là, je suis rentré du travail vers 21h et j'essayais de rattraper mes devoirs de chimie. J'avais un test le lendemain, mais j'étais déjà à la bourre, car je faisais des heures en plus juste pour éviter la maison. Anna, elle, était en pleine crise. Suspendue de l'école pour avoir menacé de pousser une fille dans les escaliers, elle était furieuse de manquer une fête prévue ce week-end. Mes parents l'avaient punie, ce qui voulait dire qu'elle cherchait quelqu'un sur qui se défouler. J'étais assis à la table de la cuisine, mon manuel et ma calculatrice devant moi, en train d'essayer de mémoriser des formules moléculaires. Anna est descendue, fouillant dans les placards et les tiroirs comme si elle cherchait quelque chose. « Où est mon argent ?» a-t-elle exigé en se tournant vers moi. J'ai levé les yeux de mes devoirs. « Quel argent ? Ne fais pas l'idiot. J'avais $60 dans ma chambre et maintenant, ils ont disparu. T'es le seul à entrer là-bas. » C'était du pur mensonge. J'évitais sa chambre comme si elle était contaminée par la peste. « Je ne suis pas allé dans ta chambre. Je ne sais rien de ton argent. Menteur !» a-t-elle hurlé. « Tu voles toujours mes affaires. Ce n'est pas parce que t'as un petit boulot minable que tu peux te servir chez moi. » L'accusation m'a traversé comme une gifle. Je travaillais 40 heures par semaine, je remplaçais les autres, j'économisais chaque dollar que je gagnais. L'idée que je puisse voler qui que ce soit était une insulte. « Je n'ai pas pris ton argent, Anna. Peut-être que tu l'as dépensé et que tu t'en souviens plus, ou que tu l'as mis ailleurs. » Mauvaise réponse. Son visage est devenu rouge vif. Elle s'est mise à hurler que tout le monde dans la maison la volait, que personne ne respectait ses affaires, qu'elle en avait marre d'être traitée comme une moins que rien. Une crise d'Anna, comme d'habitude. J'ai continué à essayer d'étudier, espérant qu'elle se lasserait et trouverait quelqu'un d'autre à torturer, mais elle montait en pression. Elle a commencé à jeter des trucs, des serviettes en papier, du courrier posé sur le comptoir, puis elle a attrapé la tasse à café en céramique préférée de ma mère et l'a explosée contre le mur. J'avais des devoirs à finir. Un test le lendemain. J'en avais assez d'être accusé de tout à chaque fois qu'elle changeait d'humeur. « Je n'ai pas pris ton argent, Anna. J'ai besoin d'étudier. Trouve quelqu'un d'autre à embêter. Laisse-moi tranquille. » Et là, elle a complètement perdu les pédales. Elle s'est mise à hurler que j'étais un voleur, un menteur, que je m'en sortais toujours parce que j'étais l'enfant parfait maintenant. Puis elle a tiré le tiroir à couteau et a saisi un couteau à découper de 20 cm. « Tu veux continuer à me mentir ?» a-t-elle crié en agitant la lame. J'aurais dû courir. Mais je suis resté assis, la regardant, persuadé que c'était juste une menace de plus. Elle a bondi par-dessus la table avant que je puisse réagir. Le couteau s'est planté dans mon épaule gauche, juste au-dessus de la clavicule. Une douleur fulgurante a traversé tout mon corps, et je suis tombé de ma chaise. Puis elle a lâché le couteau et s'est mise à pleurer. Pas parce qu'elle m'avait blessé, mais parce qu'elle s'était fait peur à elle-même. La réalité de ce qu'elle venait de faire l'a frappée d'un coup. Mes parents ont accouru, papa d'abord, puis maman. Et la première chose que ma mère a dite, c'est « Qu'est-ce que tu as fait pour la contrarier ?» J'étais debout, le sang coulant le long de mon bras, formant une flaque sur le carrelage, et eux me demandaient ce que j'avais fait de mal. « Regarde ce que tu lui as fait faire !» a crié ma mère pendant qu'Anna sanglotait dans un coin. « Elle fait une crise à cause de toi. » Mon père a pris des torchons et les a pressés contre ma blessure, mais il gardait les yeux sur Anna, s'assurant qu'elle allait bien. « Il faut appeler le docteur Martinez, a dit ma mère. C'était le thérapeute d'Anna. « Et l'hôpital ?» ai-je demandé, en voyant le sang tremper le torchon. « Arrête de faire ton drame, a répondu mon père sans même regarder la plaie. Ce n'est pas profond. Mais si, ça l'était. Je voyais de la matière blanche. Il fallait des points de suture, peut-être une chirurgie. À la place, j'ai eu un torchon et une leçon de morale sur la patience envers ma sœur. Ils ont passé l'heure suivante au téléphone avec l'équipe médicale d'Anna, à discuter de la nécessité de l'interner pour observation. Personne n'a demandé si j'avais besoin de soins. J'ai dû enjamber ma propre flaque de sang pour aller dans ma chambre. Je me suis assis là, l'épaule enroulée dans des serviettes imbibées,
les entendant réconforter Anna pendant une nouvelle crise, comme si c'était elle la victime. C'est là que j'ai compris. Il ne me choisirait jamais. Pas une seule fois. Anna serait toujours plus importante. Je pouvais mourir vidé de mon sang dans la pièce d'A accent grave côté, il trouverait quand même un moyen d'en faire une histoire sur l'état émotionnel d'Anna. Et cette prise de conscience m'a libéré. S'il ne voulait pas de fils, il n'avait pas à en avoir un. Cette nuit-là, j'ai attendu que tout le monde dorme. La chambre d'Anna était juste en face de la mienne, et je l'entendais marmonner à travers le mur. Mon épaule saignait toujours à travers les serviettes. Chaque fois que je bougeais, le sang traversait la bande de fortune, mais j'en avais fini d'attendre qu'on s'inquiète pour moi. J'ai fait un sac léger, 2 t-shirts, un sweat à capuche, le jean que je portais, et un chargeur de téléphone. Tout entrait dans mon sac à dos d'école. J'ai pris les 43 $ que j'avais économisés en tondant des pelouses et en déneigeant des allées, de l'argent que je comptais utiliser pour acheter un nouveau casque de jeu. J'ai déverrouillé la porte arrière aussi silencieusement que possible et je suis parti. Je n'ai pas pris mon téléphone, ils auraient pu me localiser. Je n'ai laissé aucun mot, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Je me suis contenté de descendre l'allée et je ne me suis jamais retourné. La première nuit a été horrible. J'ai fini dans une station-service ouverte 24h24 à environ 3 km de la maison, caché dans leurs toilettes. Le caissier s'en fichait tant que je ne faisais pas de vagues et que je ne volais rien. J'ai essayé de refaire un pansement avec du papier essuie-tout, mais ça saignait encore beaucoup. Au matin, j'ai réalisé que je n'avais pas de plan au-delà de fuir d'ici. 43 $, ça ne dure pas longtemps quand tu dois manger et rester au chaud. J'ai mangé un paquet de crackers pour le petit déjeuner et j'ai essayé de deviner ce que font les sans-abri pendant la journée. Apparemment, ils marchent. Beaucoup. Tu ne peux pas juste rester au même endroit. Les gens remarquent. Les gérants, les agents de sécurité, les flics, tout le monde remarque quand quelqu'un traîne sans rien acheter. Tu apprends à bouger, à avoir l'air occupé, comme si tu allais quelque part. J'ai trouvé une bibliothèque publique qui restait ouverte tard. On pouvait y rester des heures tant qu'on faisait semblant de lire quelque chose. Les toilettes avaient du savon et de l'eau courante, j'ai pu nettoyer ma plaie correctement pour la première fois depuis l'agression. C'était pire que je pensais, profonde, irrégulière, probablement infectée. Mais c'était mon problème maintenant. La première semaine, j'ai survécu avec ce que je pouvais récupérer. Les stations-service jettent beaucoup de nourriture encore bonne. Les ouvriers du bâtiment laissent des restes dans leurs camions. Tu apprends à manger vite et à ne pas faire le difficile. J'ai observé d'autres sans-abri pour comprendre comment faire. Il y avait un centre communautaire en centre-ville qui laissait les gens utiliser les douches s'ils faisaient une heure de bénévolat, déplacer des chaises, balayer le sol. Petit prix à payer pour se sentir humain à nouveau. Trouver où dormir, c'était le plus dur. Les premières nuits, j'ai dormi dehors, derrière des bennes, sous des ponts, dans des laveries ouvertes toute la nuit. Mais c'est dangereux, surtout pour un gamin de 16 ans sans expérience de la rue. Des types plus âgés t'embêtent juste parce qu'ils peuvent. J'ai eu de la chance en rencontrant Tommy. Un gars qui bossait de nuit dans une casse à la périphérie de la ville. Il m'a laissé dormir dans une vieille caravane sur le terrain, en échange d'un coup de main pour trier le métal pendant ses pauses. Ce n'était pas grand-chose, pas de chauffage, pas d'eau, des trous dans le toit, mais c'était à moi. Personne ne pouvait me mettre dehors juste parce que j'existais. Tommy devait avoir la cinquantaine, le visage buriné et les mains tannées par des années de travail manuel. Il ne m'a jamais demandé pourquoi j'étais à la rue. La plupart des sans-abri ne posent pas ce genre de questions. Chacun a ses raisons, et elles sont rarement bonnes. Il m'a appris les bases de la survie. Quelles églises distribuaient de la nourriture, quels refuges étaient sûrs et lesquels étaient remplis de fous et de drogués, quels flics t'ennuyaient sans raison, et lesquels te laissaient tranquille tant que tu ne faisais pas d'histoire. Ce qui m'a le plus surpris, c'est à quelle vitesse je me suis adapté à la vie dans la rue. Après des années à marcher sur des œufs chez moi, être sans abri était presque reposant. Personne n'allait hurler parce que je respirais trop fort. Je pouvais simplement exister sans m'excuser en permanence. L'hiver a été difficile. La caravane n'avait aucune isolation, et la chauffer avec un radiateur électrique engloutissait presque tout l'argent que je parvenais à rassembler. J'ai appris à superposer plusieurs couches de vêtements, à dormir dans un sac de couchage que Tommy m'avait donné, et à passer la plupart des journées dans des endroits chauffés. Mon 17e anniversaire est passé dans le silence. Je travaillais sur un chantier temporaire, à charger des camions dans un entrepôt. Le contremaître payait en liquide à la fin de chaque journée. Pas de questions, pas de papier, pas de vérification d'antécédents. Ce jour-là, j'ai utilisé mon salaire pour m'acheter une bonne paire de bottes de travail et un sandwich dans le Delida accent grave côté. Ce n'était pas la vie que j'avais imaginée, mais pour la première fois depuis des années, je n'avais plus peur de m'endormir la nuit. Vivre dans la rue t'apprend vite des choses. Les vraies. Les pratiques. Celles qu'on n'enseigne pas à l'école. Comme repérer quel boulot paie en liquide sans demander de papier. Comment faire durer 20 $ pendant 3 jours. Comment reconnaître ceux qui veulent vraiment t'aider de ceux qui te voient comme une cible facile. Le travail journalier est devenu ma source de revenus principale. Chaque matin à 6 heures, une trentaine de gars se rassemblaient sur un parking derrière le Home Depot. Des entrepreneurs arrivaient en camionnette et choisissaient ceux qui paraissaient les plus solides et fiables pour le boulot du jour. Déménagement,
tranchées à creuser, nettoyage de chantier, démolition, des tâches physiques payées $50 quand on avait de la chance et que le patron n'était pas radin. Le travail était dur, mais honnête, et personne ne se souciait de ton passé. J'étais jeune et je pouvais travailler plus fort que la plupart des hommes plus âgés, donc on me choisissait souvent. Le secret, c'était de se présenter propre, sobre et prêt à bosser. La moitié des gars là-bas avaient de vrais problèmes, addiction, troubles mentaux, ennuis judiciaires. Moi, j'avais juste besoin de travail régulier. Après quelques semaines, un entrepreneur nommé Mike a commencé à me demander spécifiquement. Il faisait de petits travaux de rénovation en ville, cuisine, salle de bain, un peu d'électricité. Rien de luxueux, mais du travail stable et formateur. Mike était différent des autres. Il se souciait vraiment qu'on apprenne quelque chose, au lieu de simplement nous utiliser comme main-d'œuvre. Il m'expliquait ce qu'il faisait, me montrait comment lire un schéma électrique, et quels outils étaient les plus efficaces selon le travail. « T'es malin », m'a-t-il dit un jour pendant qu'on installait un ventilateur de plafond dans la cuisine d'une cliente. Trop malin pour vivre dans cette caravane toute ta vie. Je ne lui avais jamais parlé de la caravane, mais Mike était observateur. Il avait deviné que j'étais sans abri rien qu'en me regardant, ma façon de manger mon repas comme si c'était le dernier, le fait que je me portais toujours volontaire pour les heures sup, et mes 3 chemises qui tournaient en boucle. T'as déjà pensé à passer ton GED? L'équivalent du bac pour adultes aux États-Unis. Je n'y avais jamais réfléchi. L'école me semblait appartenir à une autre vie. Celle du gamin qui barricadait la porte de sa chambre. Mais Mike insistait, encore, et à force, j'ai commencé à y penser sérieusement. Il y avait un community college à une vingtaine de minutes qui proposait des cours du soir. Ça voulait dire moins de travail, moins d'argent, mais peut-être un vrai investissement pour l'avenir. La décision s'est imposée d'elle-même quand l'hiver est devenu brutal. Les chantiers journaliers se faisaient rares, et chauffer la caravane me ruinait. J'avais besoin de quelque chose de plus stable, de plus sûr. Je suis entré dans le bureau des admissions du community college un mardi après-midi, vêtu de ma chemise la plus propre et en essayant d'avoir l'air à ma place. La femme à l'accueil m'a regardé comme si j'allais voler quelque chose. Elle a posé plein de questions auxquelles je ne pouvais pas répondre honnêtement, où j'habitais, comment je comptais payer les cours, pourquoi j'avais quitté le lycée. J'ai inventé ce qu'il fallait et dit la vérité quand je le pouvais. Les cours étaient plus durs que prévu. Pas le contenu, c'était surtout de la révision, mais le simple fait d'être assis dans une salle de classe à nouveau me semblait étrange après des mois de travail physique. Mes mains étaient tachées à jamais par la poussière et le cambouis, et j'avais toujours une odeur de sueur, peu importe combien je me lavais à la douche du centre communautaire. La plupart de mes camarades étaient des adultes qui n'avaient jamais terminé le lycée, ou de jeunes parents cherchant à améliorer leur situation. Chacun avait une histoire, souvent dure. Ça m'a fait me sentir moins seul. J'ai réussi l'examen du GED du premier coup. Mike était plus fier que moi. Il m'a emmené dîner dans un vrai restaurant, pas un fast-food, un vrai endroit avec des serveurs et des nappes. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un célébrait une réussite à moi. Le frère de Mike tenait une entreprise de plomberie et cherchait toujours des apprentis. C'était une vraie opportunité, formation, certification, carrière. Mais aussi un engagement à long terme, une vraie stabilité. J'ai commencé l'apprentissage en plomberie à 18 ans. Tony, le frère de Mike, dirigeait son entreprise correctement, il payait les apprentis justement, leur offrait une vraie formation et traitait tout le monde avec respect. Le travail était rude, ramper sous les maisons en hiver, réparer des tuyaux éclatés dans des sous-sols inondés, régler des problèmes ignorés depuis des années. Mais c'était un travail honnête, utile. J'ai tout absorbé, l'assemblage de tuyaux, le débouchage, l'installation de chauffe-eau, et même les bases d'électricité pour les pompes. Tony m'a d'abord confié de petites réparations, puis des chantiers plus complexes à mesure que je prouvais ma fiabilité et mes compétences. Le programme d'apprentissage durait 4 ans, combinant cours et travail sur le terrain. La plupart des gars mettaient 5 ou 6 ans à finir, souvent distraits ou absents. Moi, je l'ai terminé en exactement 4 ans. J'ai réussi l'examen de licence du premier coup. L'argent était meilleur que sur les chantiers journaliers, mais surtout, il était stable et prévisible. Pour la première fois, je pouvais planifier ma vie au lieu de simplement survivre. Après 2 ans, j'ai loué un petit appartement de l'autre côté de la ville. Il avait du chauffage, de l'eau courante, et une porte qui se fermait à clé de l'intérieur. Après avoir dormi des mois dans une caravane glaciale, c'était le luxe absolu. J'ai acheté des meubles d'occasion dans des vieux-greniers et des friperies, un lit, un canapé, une table, une télé. Des choses banales pour la plupart des gens, mais pour moi, chaque objet représentait une victoire contre la vie que j'avais fui. Le travail était devenu mon identité et ma fierté. J'arrivais toujours en avance, restais plus tard que les autres, et me portais volontaire pour les boulots que personne ne voulait. Les urgences, le travail du week-end, les tâches vraiment dégoûtantes qui rendaient les clients reconnaissants quand tu résolvais leurs problèmes. Tony l'avait remarqué. Après avoir obtenu ma licence à 22 ans, il a commencé à m'envoyer sur les interventions les plus importantes. 1 an plus tard, il m'a confié mon propre camion de société, avec mon nom peint sur la portière. Voir écrit Dev, plombier agréé sur la porte ne m'a jamais lassé.
Les clients ont commencé à me demander spécifiquement. Le bouche à oreille s'est répandu, j'étais fiable, honnête, et je réparais vraiment les problèmes au lieu de simplement les masquer temporairement. Tony m'a proposé une part dans l'entreprise juste avant mes 23 ans. J'étais son employé le plus fiable depuis 4 ans, j'avais géré certains de ses plus gros clients, et même attiré de nouveaux contrats grâce aux recommandations. Devenir associé paraissait irréel, passer d'un adolescent sans abri à propriétaire d'entreprise en moins de 7 ans. Nous avons agrandi l'activité, embauché 2 apprentis supplémentaires, acheté du meilleur matériel. Je gagnais plus d'argent que mes parents n'en avaient jamais eu. J'ai acheté une maison. Petite, avec des travaux à faire, mais c'était la mienne. Je passais mes week-ends à la retaper, utilisant toutes les compétences apprises au fil des années. Chaque amélioration était une preuve que j'avais vraiment réussi. Le quartier était calme, de classe moyenne, sûr. Mes voisins étaient professeurs, comptables, petits entrepreneurs, des gens ordinaires menant des vies ordinaires. Ils me connaissaient comme le gars poli à accent grave côté qui réparait les fuites et entretenait bien sa pelouse. Aucun ne savait d'où je venais ni ce que j'avais traversé. Et ça me convenait. Le passé me paraissait appartenir à quelqu'un d'autre, à une autre vie. Ma vie sociale était simple mais stable, des collègues de travail, des gars de la salle de sport, des voisins que j'avais aidés pour des réparations. Rien de profond ni de compliqué, mais assez de liens humains pour rester ancré et normal. Je sortais parfois avec des femmes, mais je gardais toujours les choses légères. La confiance ne venait pas facilement après une enfance comme la mienne. La plupart des femmes de mon âge voulaient que les relations avancent vite, qu'on parle de son passé, de sa famille. Je n'étais pas prêt pour ce genre de conversation. La plupart des soirs, je m'asseyais sur ma terrasse arrière et profitais simplement du silence. Après des années de chaos et de peur, la paix me paraissait être le plus grand luxe. Je ne pensais presque jamais à ma famille pendant ces années-là. Quand je le faisais, c'était comme se rappeler un mauvais film qu'on a vu une fois. Désagréable, mais plus réel. Ils appartenaient à une autre vie, une vie que j'avais laissée derrière moi. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'ils décident de me retrouver. J'avais encore un vieux compte Facebook du lycée, que j'avais complètement oublié. Je n'y avais pas touché depuis, peut-être, février 2019. Un samedi après-midi tranquille, en triant de vieux mets, je me suis souvenu de ce compte. C'est là que je les ai vus. Ma mère postait depuis des années des messages manipulateurs, destinés à susciter la pitié. Toujours à espérer et prier pour le retour de notre fils? L'amour d'une mère n'abandonne jamais. Certaines blessures mettent du temps à guérir, mais la famille, c'est pour toujours. Les commentaires en dessous étaient exactement ce qu'on pouvait imaginer, des voisins, des amis de la famille exprimant leur soutien, disant qu'ils priaient pour nous, demandant s'il y avait quelque chose qu'ils pouvaient faire pour m'aider à revenir. Ça m'a donné la nausée. Ces gens pensaient que j'étais un gamin paumé, embarqué dans des histoires de gang ou de drogue. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'avais réellement fui, ni pourquoi j'avais dû disparaître. Le poste dépeignait mes parents comme des victimes éplorées cherchant désespérément leur fils perdu. Mais je savais bien mieux. S'ils avaient vraiment cherché, ils auraient fait une déclaration à la police. Ils auraient fait quelque chose d'autre que jouer les parents endeuillés sur les réseaux sociaux, des années après. J'ai fait défiler des années entières de cette mise en scène, ma mère partageant des souvenirs soigneusement choisis, des photos qui faisaient croire que notre famille avait été heureuse et normale. Même certains membres de la famille élargie participaient, laissant des commentaires de soutien et partageant ces publications, tout cela pour les faire passer pour des victimes, au lieu des bourreaux qu'ils avaient été. J'aurais dû supprimer ce compte et retourner à ma vie tranquille. Mais voir ma mère jouer la comédie comme ça a réveillé quelque chose en moi, quelque chose que je croyais enterré. J'ai envoyé un seul message. Simple. Direct. Je suis vivant. Laissez-moi tranquille. J'aurais dû tous les bloquer immédiatement et passer à autre chose. Mais la famille trouve toujours des fissures, même dans les murs les plus solides. Ma cousine Sarah a réussi à obtenir mon numéro, probablement par les registres publics ou les annuaires professionnels. Les appels ont commencé dans la semaine, puis les emails sur mon adresse de travail, puis d'autres membres de la famille s'y sont mis, tous prétendant vouloir discuter et guérir les vieilles blessures. Mais ils ne voulaient rien guérir du tout. Ils voulaient que je revienne et que je m'excuse. Ma mère a même eu le culot de me dire que j'avais exagéré à cause de simples conflits fraternels. Selon elle, ma disparition leur avait rendu la vie plus difficile, ils avaient dû gérer seuls les problèmes d'Anna tout en s'inquiétant pour moi. Quand je lui ai rappelé l'incident du coup de couteau, elle a balayé ça d'un revers de main, c'était un accident. Elle ne voulait pas te blesser. Un accident. Comme si Anna avait trébuché avec un couteau à la main, et que mon épaule s'était juste trouvée sur sa trajectoire. Le harcèlement s'est intensifié quand j'ai cessé de répondre à leurs appels et messages. Ils ont commencé à se pointer sur mon lieu de travail, appelant Tony en se faisant passer pour des clients potentiels. Ils ont même retrouvé certains de mes voisins pour leur poser des questions sur moi. Ils ont trouvé mon email via le site web de l'entreprise et ont commencé à envoyer des messages chaque jour. Pas seulement mes parents, mes tantes, mes oncles, des cousins dont je ne me souvenais même plus, des amis de la famille oubliés depuis des années. Tous agissaient comme si j'étais le problème. Ma tante Linda m'a même écrit « Tes parents ont tout sacrifié pour toi et Anna. Le minimum serait de leur montrer un peu de gratitude et de respect. »
Tout sacrifié? Oui, ils avaient sacrifié moi, pour Anna, mais apparemment, ça ne comptait pas. Puis ma mère a décidé de venir chez moi. J'étais en train de réparer un robinet qui fuyait dans la cuisine quand j'ai entendu la sonnette. Par la fenêtre, je l'ai vue sur mon Porsche. Elle n'était pas seule. Mon père attendait près de la voiture, dans l'allée. Je n'ai pas ouvert. Elle a sonné encore, puis s'est mise à frapper, puis a cogné si fort que le cadre de la porte tremblait. Pendant 20 minutes, elle a insisté. Sonner, frapper, m'appeler à travers la porte. Les voisins commençaient à regarder par leurs fenêtres. Finalement, j'ai ouvert, juste pour éviter un scandale. Mon garçon, a dit ma mère avec un faux sourire, comme si c'était une visite normale. Ils sont entrés sans même que je les invite. Comme s'ils étaient chez eux, observant tout ce que j'avais construit. Joli endroit, a dit ma mère, en détaillant mes meubles et ma déco. Tu t'en sors bien. Tu vois ce qu'on peut accomplir quand on s'en donne la peine? La condescendance était immédiate, familière. Même ses compliments ressemblaient à des insultes. J'ai refermé la porte derrière eux, pas parce que je voulais qu'ils restent, mais pour éviter que les voisins assistent à la scène. Qu'est-ce que vous voulez? Ai-je demandé d'une voix plate. Mon père a avancé d'un pas, le ton sec. Tu nous dois des excuses. Pour la façon dont tu es parti. Pour le chaos que tu as créé. J'ai cligné des yeux. Je suis parti couvert de mon propre sang pendant que vous appeliez le thérapeute d'Anna. Qui devrait s'excuser, exactement? Ils n'ont pas bronché. On voyait qu'ils avaient répété. Ils ont passé 1 heure dans mon salon à rejouer la vieille routine. La culpabilité à propos de l'état d'Anna, qui aurait empiré après mon départ. La colère à cause de la honte que je leur avais soi-disant causée devant leurs amis et collègues. La fausse inquiétude pour ma santé mentale. Et quand la comédie de la honte n'a pas marché, mon père a explosé. Tu nous as humiliés, a-t-il lancé, la voix montant. Les gens posent des questions. Tu t'es enfui comme un lâche et tu nous as laissé gérer les conséquences. Ma mère a aussitôt pris le relais, jouant la médiatrice. Anna demande après toi, a-t-elle dit doucement, comme si ça devait me toucher. Elle va mieux maintenant, elle est stable, elle travaille, elle est en couple. Elle veut arranger les choses. Le silence est tombé pendant quelques secondes. La discussion a tourné en rond pendant encore une demi-heure. Ils n'étaient pas là pour s'excuser ou chercher une vraie réconciliation. Ils étaient venus pour réécrire l'histoire, pour me faire jouer le rôle du fils prodigue, reconnaissant et repentant, qui revient à la maison après avoir appris sa leçon. J'en ai eu assez de cette mascarade. Je veux que vous sortiez de chez moi. Maintenant. Mon père a fait un pas en avant, gonflant le torse comme autrefois. Tu ne peux pas virer tes propres parents, a-t-il craché. Tu dois assumer les dégâts que tu as causés. Il a essayé de me fixer du regard, comme avant, quand il croyait encore avoir du pouvoir. Il a tenu une seconde, puis il a compris. Je n'avais plus 16 ans. Et je n'avais plus peur de lui, pas une seule seconde. Après leur départ, je suis resté longtemps assis dans ma cuisine, à fixer le robinet que j'étais en train de réparer avant qu'ils arrivent. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de rage. Ils étaient entrés dans ma maison, mon espace sûr, et avaient essayé de me ramener à cet état de gamin terrifié. Mais quelque chose avait changé pendant leur visite. Pour la première fois depuis 7 ans, je les voyais clairement. Pas comme les parents puissants qui dominaient mon enfance, mais comme 2 personnes vieillissantes, désespérées de préserver une image déjà en train de s'effondrer. Ils n'étaient plus puissants. Ils étaient juste pathétiques. Le téléphone a sonné ce soir-là. C'était encore ma mère, comme si leur visite n'avait jamais eu lieu. Sa voix avait changé cette fois. Mesurée. Prudente. Il faut qu'on se revoie, a-t-elle dit. Tous ensemble. Anna comprise, a-t-elle ajouté. Elle veut te parler. Non. Elle est stable depuis 3 ans. Ce n'est plus la même fille. Tant mieux pour elle. Toujours non. Elle a marqué une pause, puis a sorti ce qu'elle croyait être sa meilleure carte. Elle veut s'excuser, en face à face. J'aurais dû raccrocher. Mais après tout ça, après 7 ans et une vie entière de blessures, une part de moi voulait entendre à quoi ressemblerait son idée d'excuse. Une seule rencontre, ai-je dit. Chez moi, samedi prochain, pas plus de 2 heures. Et ensuite, vous me laissez tranquille. Tous. Plus d'appels, plus de mais, plus de harcèlement. C'est terminé après ça. Un long silence. D'accord. Cette semaine-là a été interminable. Je dormais à peine. Impossible d'arrêter de penser à eux dans ma maison, essayant encore de me ramener dans leur version de l'histoire. Samedi est arrivé. Ils sont arrivés à leur pile. Anna avait changé. Son regard semblait plus vieux. Elle marchait avec précaution, comme si elle ne voulait pas prendre trop de place. Nous nous sommes assis dans le salon, dans un silence total. Ma mère observait chaque recoin comme si elle inspectait une location. Mon père ne s'est même pas donné la peine de sourire. Anna, elle, restait raide, les yeux rivés sur le sol. Finalement, elle a levé les yeux. Tu as bien réussi, a-t-elle dit. Vraiment. Mieux que ce que quiconque à la maison t'avait jamais reconnu. Je n'ai rien répondu. Elle a avalé sa salive. Je ne suis pas venu pour obtenir quoi que ce soit. Je dois juste le dire. J'ai hoché la tête. Vas-y. Je sais ce que je t'ai fait. Et je me souviens de tout. Les cris, la paranoïa,
La façon dont je détruisais tes affaires comme si ce n'était rien. Sa voix s'est brisée un peu. Cette nuit-là, dans la cuisine, je me souviens de tout. Elle a repris, je suis en thérapie depuis des années maintenant. De la vraie thérapie, pas celle où maman m'emmenait en faisant semblant que tout allait bien. Et à chaque fois que je repense à ce que je t'ai fait, j'ai la nausée. Je n'étais pas seulement instable. J'étais cruel. Je t'avais pris pour cible parce que je savais que tu ne riposterais pas. Je n'ai toujours rien dit. Je voulais tout entendre. Quand tu es parti, je t'ai détesté. J'ai dit à tout le monde que tu nous avais abandonnés. Mais en réalité, je savais pourquoi tu étais parti. Tu devais le faire. Ce n'était pas une famille. Elle a continué, je n'attends pas ton pardon. Je n'attends même pas une relation. Je devais juste te le dire en face. J'ai entendu ma mère soupirer, comme si elle s'ennuyait. Mon père a bougé, prêt à intervenir pour reprendre le contrôle, mais il n'a rien dit. Anna s'est levée lentement et a marché vers moi. Je pensais qu'elle allait attraper son sac. Au lieu de ça, elle m'a pris dans ses bras. Elle s'est accrochée à moi, pas comme quelqu'un qui demande à rentrer de nouveau, mais comme quelqu'un simplement reconnaissant d'être encore debout devant la porte. Je n'ai pas rendu son étreinte tout de suite. Elle s'est détachée après quelques secondes, les yeux pleins de larmes. « Je vais y aller », a-t-elle murmuré. C'est tout ce que je voulais dire. C'est à ce moment-là que ma mère est intervenue, incapable de supporter de ne plus être le centre de l'attention. « Nous avons tous fait des erreurs », a-t-elle dit d'une voix faussement douce. « Nous devons aller de l'avant, en famille. » Je les ai regardés, puis j'ai tourné la tête vers Anna. « Non », ai-je répondu, d'un ton plat. Anna a fait des erreurs et elle les a reconnues. Vous deux, vous avez fait des choix. Vous avez regardé tout ça se produire. Et ça ne se termine pas avec des câlins et une thérapie de groupe. Vous êtes venus ici pour vous sentir mieux. Vous croyez encore que je suis le problème. Vous pensez encore que je vous dois quelque chose. Je me suis tourné vers Anna. Je te pardonne. Anna a cligné des yeux. Pas parce que tu l'as mérité, ai-je ajouté, mais parce que tu as fait ce qu'eux n'ont jamais su faire, tu as admis la vérité. Puis je me suis tourné vers mes parents. Vous, par contre, vous n'aurez jamais ça. Pas maintenant. Pas jamais. Vous ne savez même pas ce pourquoi vous devriez vous excuser. Ils n'ont rien répondu. Ils sont restés là, figés. 20 minutes plus tard, ils étaient partis. Anna s'est retournée une fois avant de monter dans la voiture. « Merci », a-t-elle murmuré. Je lui ai fait un léger signe de tête. C'était tout ce qu'il fallait. J'ai refermé la porte et je suis retourné dans la cuisine. La blessure était toujours là, mais elle n'était plus ouverte. Je n'avais pas besoin de parents qui me voyaient comme un dommage collatéral. Je n'avais même pas besoin d'une sœur qui venait de trouver sa conscience. Mais, pour la première fois depuis des années, je n'étais plus seul dans ce souvenir.